Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude des marchés microéconomiques en analysant les marchés non concurrentiels. Donc, jusqu'à présent, au chapitre précédent, nous avons couvert les marchés dits concurrentiels, c'est-à-dire qui mettent en relation uniquement un consommateur et un producteur. Par contre, dans les économies modernes, aujourd'hui, on ne peut pas nier que l'État joue un rôle de plus en plus important. Et donc, on va commencer par essayer de déterminer ensemble, philosophiquement, quels sont les rôles de l'État qui sont attribués par différentes écoles de pensée en économie. Donc, quand on pense aux écoles de pensée en économie, on pense habituellement à un spectre de gauche à droite. On parle à l'économie de droite, qui fait référence au libéralisme et qui met l'emphase sur le rôle et les responsabilités de l'individu, par rapport à l'opposé au communisme qui va mettre l'emphase sur les conditions de vie et sur l'unité sociale des agents économiques. Vous avez naturellement entre ces deux extrêmes-là ce que l'on pourrait appeler le libéralisme social, des éléments de libéralisme avec des éléments de communisme qui essaient donc de se côtoyer, ce qui se trouve être aujourd'hui la position de la majorité des pays. Mais donc rapidement, commençons par définir les deux plus grandes écoles de pensée, soit le libéralisme et le communisme. Donc, commençons par le libéralisme associé à la droite économique, et ça met vraiment l'emphase, le libéralisme, sur l'égoïsme, sur la capacité des gens à euh, combler leurs propres besoins par leurs propres moyens. Vous avez ici une citation libre, là, une traduction libre d'une citation d'Adam Smith dans son manuel d'économie, La richesse des nations. Et ici, il caractérise le comportement de l'individu par une citation que j'aime bien. Donnez-moi ce dont j'ai besoin et vous aurez de moi ce dont vous avez vous-même besoin. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Et ici, Adam Smith, essentiellement, dans sa philosophie économique, il croit que lorsque tous les individus poursuivent leur propre intérêt égoïste, cela doit mener au meilleur bien-être social, au bon fonctionnement d'une société. Donc, l'égoïsme, quand on en parle individuellement aujourd'hui, on rattache souvent ça à des idées néfastes, c'est un petit peu péjoratif, parler d'égoïsme, mais dans la pensée d'Adam Smith, l'égoïsme est une caractéristique fondamentale et nécessaire du bon fonctionnement de la société parce qu'il maximise la création de la richesse que l'on peut ensuite se transiger. Les individus ont tous une valeur et grâce à leur valeur unique, à leur valeur personnelle, sont capables de s'enrichir, et de voir à leur propre intérêt. Et naturellement, le marché est une caractéristique fondamentale du libéralisme. Le marché concurrentiel permet à tous les individus de vraiment allouer de façon efficace les ressources qu'ils possèdent. On veut donc empêcher généralement l'intervention du gouvernement. L'intervention gouvernementale est mal vue dans le libéralisme économique. Pour le libéralisme économique, donc, le rôle du gouvernement se limite généralement à quelques grands points. On pense notamment à la sécurité publique, donc assurer l'intégrité physique et morale des gens, le maintien de l'ordre légal, donc assurer le bon fonctionnement des marchés. Ça implique également assurer que vous êtes capable de posséder des biens, posséder des propriétés intellectuelles. Donc le maintien de l'ordre légal est nécessaire au bon fonctionnement des marchés. Et naturellement, ici, l'exécution des travaux publics. C'est un cas un petit peu particulier, l'exécution des travaux publics, mais on y reviendra donc dans un instant. Et l'instant étant tout de suite, donc pourquoi est-ce que l'exécution des travaux publics n'est pas laissée au libre marché, à l'offre et à la demande et à la concurrence parfaite? Eh bien, parce que Adam Smith reconnaît qu'il existe des biens pour lesquels il est impossible d'avoir des marchés. Au chapitre précédent, on a déjà parlé là, de la classification des biens par Paul Samuelson, et Samuelson explique que certains biens n'ont pas de rivalité, c'est-à-dire que tous les consommateurs peuvent également en profiter, et pour lesquels il n'existe pas d'exclusion. Le fait qu'il n'existe pas d'exclusion implique que votre consommation du bien
n'empêche pas les autres d'également consommer le bien. Pensez ici à un bien public traditionnel, Central Park à New York. Central Park génère beaucoup de bien-être pour la société, un grand parc dans une région urbaine dense. Mais si on laissait le marché privé s'occuper de Central Park, qu'est-ce qui arriverait? Eh bien, les propriétaires de Central Park, c'est l'entièreté de la population et personne individuellement n'a avantage à s'occuper d'un parc à lui seul. Il n'y a pas de rareté, il n'y a pas d'avantage à générer un marché d'offres et de demandes. Et donc, ces biens publics-là sont généralement mal entretenus. Et donc ici, le gouvernement pourrait vouloir dire, je comprends que personne n'a avantage à le gérer dans un bien public, et bien à ce moment-là, gérons-le nous-mêmes en tant que gouvernement, puisque ce bien public apporte beaucoup de bien-être pour la société. Le gouvernement peut également vouloir mettre fin à des situations que nous appelons des monopoles, qui sont très mal vues dans les économies libérales. Donc, il existe deux types de monopoles, les monopoles naturels et les monopoles artificiels. Certains marchés, donc, deviennent des monopoles naturellement parce que les coûts d'entrée sont prohibitifs. Pensez aux barrages hydroélectriques au Québec. Construire un barrage hydroélectrique prend des ressources phénoménales. Essentiellement, juste le gouvernement a les moyens de mettre en place les ressources aujourd'hui pour construire un barrage hydroélectrique. Et donc, le gouvernement possède un monopole naturel dans la production d'hydroélectricité. Vous avez également des monopoles que l'on va dire artificiels. Les monopoles artificiels existent parce que l'État le souhaite. Donc, l'État peut accorder des monopoles à certaines entreprises. Ça va souvent être le cas, par exemple, pour les sociétés d'État. Donc, le gouvernement du Québec accorde un monopole à la vente du cannabis à la Société québécoise du cannabis. Donc, les penseurs libéraux sont très hostiles aux monopoles, particulièrement lorsqu'ils sont artificiels. Un monopole artificiel enlève l'opportunité aux acteurs privés, donc les consommateurs et les producteurs, de gérer efficacement les ressources. À cet égard-là, donc, le gouvernement pourrait intervenir pour empêcher ces monopoles-là d'exister. On retouchera à la notion de monopole un petit peu plus tard dans le cours d'aujourd'hui. Vous avez maintenant à l'opposé du libéralisme, le communisme. Donc le communisme, son penseur philosophique probablement le plus important, il s'agit de Karl Marx. Et Karl Marx, dans un de ses ouvrages, il a écrit beaucoup d'ouvrages, mais dans un de ses ouvrages, a une citation qui indique parfaitement la notion du capitalisme. Donc le capitalisme, c'est de chacun en fonction de ses capacités, à chacun en fonction de leurs besoins. Autrement dit, tout le monde contribue au bien-être public et ensuite le bien-être public est réparti également entre les membres de la société. Vous avez dans la pensée communiste euh, la notion de la lutte des classes. Donc la lutte des classes implique que certaines personnes, les propriétaires bourgeois, exploitent les travailleurs, donc les personnes qui possèdent les moyens de production, exploitent ceux qui ne possèdent pas les moyens de production. Et dans la pensée communiste, donc, les travailleurs doivent reprendre par la force, si c'est nécessaire, la propriété du capital. Le communisme est donc souvent associé à une idéologie économique plutôt violente justement de par la nécessité de reprendre les facteurs de production. Le communisme va prêcher en faveur d'une redistribution de la richesse. Donc la richesse d'un travailleur, contrairement au capitalisme, ne devrait pas dépendre des capacités individuelles des gens. Donc si vous naissez avec plus d'aptitude ou d'habileté, ça ne devrait pas être une caractéristique qui détermine votre richesse finale dans la vie. On cherche l'égalité plutôt que l'équité entre les membres donc, de la société. Et naturellement, de tout ça découle l'absence de profit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de propriété privée et que vous n'êtes donc pas propriétaire de la richesse produite par vos aptitudes et que cette richesse-là est redistribuée, eh bien essentiellement, ça revient à dire qu'il est impossible de générer un profit individuel. Les profits individuels sont collectivisés pour la société dans son entièreté. Donc, une personne
ne peut pas faire de profit sur le dos ou en exploitant plutôt le travail des autres. Dans le communisme, le rôle du gouvernement est beaucoup plus important. Donc d'abord, on pense au communisme comme une dictature du prolétariat, des régimes qui sont souvent autoritaires, parce que vous comprendrez bien que particulièrement lors d'une transition vers le libéralisme au communisme, les personnes qui possèdent la richesse, les personnes qui possèdent les facteurs de production, ne voudront probablement pas laisser aller toute leur richesse sans opposition. Donc, ça prend un État capable de reprendre la richesse aux bourgeois. L'État doit planifier la production économique et pour en assurer ensuite la redistribution. L'État va donc souvent devoir mettre en place ce qu'on va appeler des plans quinquennaux. Donc, les plans quinquennaux, c'est des plans sur une période de 5 ans où essentiellement l'État va placer les grandes lignes, les grandes orientations de ce que doit être la production économique au pays pour s'assurer que cette richesse-là puisse ensuite être redistribuée à la société. Dans son plus récent plan quinquennal, donc la Chine a établi des priorités économiques. Donc la Chine est probablement un des derniers pays à encore mettre en place des plans quinquennaux. Et dans ces plans quinquennaux, ben, par exemple, il place comme objectif de réduire la pollution atmosphérique et les émissions de dioxyde de carbone comme objectif. Réduire les contrôles migratoires pour faciliter le développement régional. Vous allez voir, nous, dans notre cours d'économie internationale, on couvrira un petit peu ça, mais ne se déplacent pas facilement en Chine tous les travailleurs qui le désirent. Tandis que dans un pays comme le Canada, par exemple, si vous voulez, vous pouvez facilement partir, aller travailler dans l'Ouest canadien. En Chine, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des restrictions aux flux migratoires à l'intérieur même de la Chine. On peut vouloir réorienter l'économie vers la production de services. Donc, la Chine, qui est connue naturellement pour sa production industrielle, souhaite se diversifier et réorienter donc l'économie vers la production de services. Et finalement, souhaite développer un marché intérieur plus robuste, donc augmenter le niveau de consommation des Chinois. Les idéologies économiques dans le monde varient donc sur l'échelle du communisme au libéralisme avec plusieurs déclinaisons dans tout ça. Généralement, les pays vont se situer quelque part entre le communisme et le libéralisme, un type de libéralisme social comme on l'observe beaucoup en Europe, au Canada, en France, dans les pays scandinaves. Donc, un fort contexte libéral, c'est-à-dire que le gouvernement laisse beaucoup de place à l'entreprise privée, ne réglementera pas beaucoup les secteurs d'activité économique, mais en même temps va jouer un rôle de redistribution important. À l'opposé de tout ça, donc à l'opposé de ces pays-là qui ont des régimes mixtes, vous avez des pays qui sont résolument plus communistes. On peut penser à la Corée du Nord, la Chine, Cuba, Vietnam, ou plus libéraux. Donc on peut penser aux États-Unis, Hong Kong et Singapour. Aujourd'hui, il reste très peu là, de pays purement communistes ou de pays purement libéraux. On est beaucoup plus dans des régimes mixtes de façon générale. Au Canada, un régime mixte, ça se traduit par quelques interventions. Donc, des interventions de redistribution de richesses grâce à des taxes et des impôts sur le revenu et le patrimoine. Des taxes qui sont tout de même plutôt importantes. Des politiques de contrôle de prix. Vous allez voir, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui grâce à notre modèle. Donc, comment est-ce que le gouvernement peut contrôler l'accès à certains biens par des politiques de contrôle de prix. Vous avez des planifications économiques grâce à des taxes et des subventions à la production. Donc, on peut orienter d'une certaine façon la production et les façons dont les entreprises produisent avec des incitatifs fiscaux. Et vous avez naturellement des encadrements légaux, donc la protection des droits des travailleurs, ou encore des politiques de gestion, de surveillance et de démantèlement lorsque nécessaire des pratiques monopolistiques. Ce sont les pratiques que nous allons couvrir ensemble dans le cours d'aujourd'hui. Pour réviser la matière de cette capsule, vous pouvez aller dans les exercices du manuel, les questions à choix multiples 1 à 3 et les questions à court développement 24 à 30.